Bonjour à tous et bienvenue sur LCI, 11e numéro déjà de la Semaine de l'Art. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui je vous reçois dans une galerie importante. Yvon Lambert expose Loris Gréaud, The Unplayed Notes. C'est extraordinaire, vous allez voir. Sans plus attendre, on jette un œil sur le sommaire de l'émission. Loris Gréaud, la star de l'art français, transforme sa galerie, une exposition à ne pas manquer, visite guidée avec l'artiste en personne. Je vous le disais en introduction, ici à la galerie Yvon Lambert, The Unplayed Notes, l'exposition pensée par Loris Gréaud, est une expérience unique. Plus que quelques jours pour venir la découvrir. En attendant la rencontre avec l'artiste, petit tour du propriétaire. Voilà, vous venez de découvrir cette exposition de Loris Gréaud ici à la galerie Yvon Lambert. Il est temps de mettre un visage derrière ce nom. Loris Gréaud, bonjour. Bonjour. Vous nous livrez une exposition assez impressionnante. Comment mener un projet comme celui-ci? Un projet comme celui-ci prend plus de temps qu'une exposition classique de par les procédures qui sont mises en place. Aussi par la discussion avec mon marchand, Yvon Lambert. Ce n'est pas une exposition de galerie classique telle qu'on a l'habitude de les voir. On a transformé l'architecture de la galerie spécifiquement pour les œuvres que l'on y découvre. Si vous voulez bien, on va parler un petit peu de cette pièce. Vous présentez des sculptures. Je crois savoir qu'elles sont faites de matériaux un petit peu particuliers. Si vous voulez bien nous en dire davantage. Oui, l'idée ici, donc on a un dispositif complet. Il y a 15 sculptures. Alignées, disposées. Le matériau est un peu particulier, comme vous l'expliquez, c'est qu'il s'agit des cadenas du Pont des Arts. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que le Pont des Arts est entièrement recouvert de ces cadenas. Je les ai sectionnés, fondus, pour produire ces sculptures. Finalement, ici, ce que j'évoquais plus tôt, c'est un projet qui dit oui et non en même temps, c'est qu'on a une succession de sculptures constructivistes qui sont censées être pas habités d'aucun sentiment, qui sont chargés par ce matériau qui, lui, est lui-même chargé d'amour. Ici, vous avez réalisé un film coproduit par les studios Marc Dorcel. Vous filmez un acte sexuel avec une caméra thermique, c'est ça? C'est bien ça. Et alors, la caméra thermique, vous, ça servait à quoi dans ce projet? C'est une caméra qui a été développée dans un premier temps pour l'armée, pour faire des frappes dites chirurgicales. Ensuite, ça a dérivé sur d'autres choses, mais mon intérêt, c'était déjà cette première chose. C'est une caméra qui m'a été présentée par le CNRS, un professeur avec qui je continue de travailler, le professeur Denis Barthelot. Et en voyant la technologie, finalement, en filmant un corps, en faisant des tests en laboratoire, donc, le corps était entièrement défini par ses réseaux sanguins, donc ses points de chaleur. De là est venue l'idée de produire un film avec une scène de sexe explicite, avec des professionnels du sexe, qui allaient être capables de s'approcher de l'orgasme. Et plus ils s'approchent de l'orgasme, plus leur corps monte en température et plus ils produisent de la lumière à l'image. Déjà, je trouve la technologie assez belle, finalement, assez poétique, de produire de la lumière avec des corps qui s'approchent de l'orgasme. Cette chauve-souris rappelle le test de Rorschach, donc la dimension psychologique, on la retrouve vraiment ici. Vous avez encore travaillé en collaboration avec des scientifiques. C'est assez drôle de voir à quel point l'art peut influencer la science et c'est quelque chose dont vous vous servez tout le temps dans votre travail. Ou vice-versa. Ou vice-versa. C'est-à-dire que encore une fois, j'ai pas de fascination particulière pour les sciences, mais ce qu'on évoquait un peu plus tôt, c'était d'être habité par des obsessions et une succession de questions auxquelles il faut répondre. Bien souvent, c'est le corps scientifique qui est capable de me répondre. Donc pour cette œuvre-là, on travaille avec la Brown Université. Et oui, il a fallu des scientifiques placer des chauves-souris dans des tunnels à vent, avec une caméra ultra rapide qui fait plus de 2000 images par seconde, pour avoir, comme les tests de Muybridge, comme les origines du cinéma, une décomposition du mouvement du vol de la chauve-souris qui est un peu aussi une image impossible, quoi. Alors on
a vu, vous travaillez avec des scientifiques, Oui. et l'œuvre qui est juste au-dessus de nos têtes, c'est une collaboration avec des artisans, des souffleurs de verre. Il y a une histoire au travers de cette œuvre. Je crois qu'elle est faite de milliers de sabliers, c'est ça? C'est ça, des milliers de sabliers, mais pas des sabliers sortis d'usine, ça aurait été trop facile. Il a fallu trouver des sabliers qui avaient été utilisés. Donc encore une fois, des sabliers dont des personnes ont projeté du temps qui se serait écoulé. La récupération, c'est quelque chose d'assez important dans votre travail, et dans la pièce d'à côté, votre fond d'atelier était réutilisé pour créer des œuvres nouvelles. On peut y aller? Oui. Ici, c'est votre fond d'atelier alors, c'est ça? Alors, le fond d'atelier, c'est plus précisément ce qu'on appelle les épreuves d'artiste. Lorsqu'on fait une œuvre, elle est éditée en 3 exemplaires ou unique, et normalement l'artiste conserve ce qu'on appelle l'artist proof, l'épreuve d'artiste, ce qui constitue le capital de l'artiste, que l'artiste est censé garder. Ce qui est une chose qui me pose problème, je ne suis pas dans l'économie des formes ni des idées, dans aucun type d'économie, c'est vraiment le projet qui fait autorité chez moi. Et cette idée d'accumulation d'épreuves d'artistes me posait problème. Donc une fois de plus, de nouvelles questions et de nouvelles obsessions auxquelles il faut répondre. Donc qu'est-ce que vous en avez fait de ces épreuves d'artistes? Comment ont-elles fini comme ça dans ce paysage presque lunaire? On a du mal à comprendre. Alors les épreuves d'artistes ont pris 2 chemins très différents. Ma première question, c'était comment produire de l'énergie physique avec mon capital, avec les œuvres. Finalement, après plusieurs discussions avec des crématoriums, on a réussi à incinérer les œuvres. Donc d'une part les détruire, mais au moment de la destruction et de la combustion, il s'agissait d'accumuler l'énergie électrique des œuvres. Donc j'ai d'un côté stocké dans des batteries l'électricité produite par les œuvres qui sont produites elles-mêmes par ma pensée, et d'un autre côté ces formes inertes ou en état chrysalide, qui sont des tableaux de charbon, des paysages lunaires ou désolés, qui sont repropulsés au statut d'œuvre d'art. La pensée de l'artiste, c'est quelque chose qui vraiment interpelle, on se pose des questions. Et l'œuvre qui est juste en face de nous, justement, c'est la traduction physique, je crois savoir, de votre électroencéphalogramme, c'est ça? C'est ça. Il s'agit d'une expérience, à savoir enregistrer l'activité électrique du cerveau au moment de la chaîne de pensée entre 2 idées. Elles sont menaçantes, les idées, presque chez vous. On a l'impression que ça va sortir à n'importe quel moment. C'est comme ça que vous créez. Il fallait que j'ai une résolution formelle aussi dans l'idée de cet encéphalogramme. C'est-à-dire que ce que j'ai obtenu de cette expérience avec le neurologiste, c'est un graphique et des fréquences. Et finalement, à penser au bond d'intuition et à l'arrivée des idées, je me suis dit que l'image de la créature ou de la bête, soit en fuite, soit prête à bondir d'un bosquet quasiment, c'était assez proche finalement de la manière dont s'organisaient les idées. C'est-à-dire qu'on travaille une idée, puis tout d'un coup, il y a ce déclic, il y a ce bond d'intuition. Ou alors, cette idée qui fuit et qui s'en va. Finalement, ici, on est en face d'une sorte de jungle domestique. Encore une fois, une arborescence dense, on ne peut pas voir l'intérieur. Et elle est animée de soubresauts, de vibrations, comme des courants d'air inexistants, ou la mise en fuite d'une créature ou une créature prête à bondir. Vous écouterez vraiment parler pendant des heures. Malheureusement, le temps file. Merci beaucoup, Loris Gréau.